Bonjour belle bite. Ah tu fais jamais de vidéo. Et ben voilà, j'en fais une et sur un sujet dont t'as rien à branler. Aujourd'hui je te raconte une nouvelle histoire. On va parler de Quake 3 Arena et de l'intelligence artificielle contenue dans ce jeu de 1999. Au cas où tu ne connais pas ce jeu, une présentation vraiment rapide pour que tu puisses comprendre un petit peu ce dont on va parler. En 1999, le studio id Software, qui est le studio de référence en matière de FPS, sort Quake 3 Arena, un jeu excellent, à la pointe de la technologie, compétitif, on trouve encore beaucoup de joueurs dessus d'ailleurs, et on oublie souvent d'en parler, mais ce jeu est aussi l'un des tout premiers jeux vidéo exclusivement multijoueurs. Aujourd'hui c'est assez banal d'avoir des jeux orientés multijoueurs, mais à l'époque, un jeu vidéo c'était un jeu solo, avec parfois un mode multijoueur à côté, plus ou moins bien réussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de mode multijoueur, parce que c'était un truc un peu optionnel. Et parfois même, c'était carrément deux exécutables bien distincts, comme dans les vieux Call of Duty, je sais pas si tu te souviens, mais tu avais le jeu de base, et tu avais un exécutable qui était le multijoueur à part. Donc à la fin des années 90, lancer un jeu exclusivement multijoueur, c'était assez couillu. Déjà parce que c'était nouveau, et puis parce que tout le monde n'avait pas internet, donc ça pouvait freiner pas mal de gens à l'acheter. Pour régler ce problème, id Software avait alors deux solutions. La première, c'était tout simplement d'offrir une connexion internet à tout le monde pour avoir plus de clients potentiels. Un petit peu cher à réaliser. La deuxième solution, c'était tout simplement de programmer des bots pour pouvoir jouer tout seul. id Software va alors programmer une nouvelle IA, et contrairement à Quake 1 ou Quake 2, cette fois, l'IA devrait être à la hauteur puisqu'elle sera vraiment au cœur de ce jeu multijoueur. Je te replace dans le contexte, on est quand même plus de 20 ans en arrière. Jouer sur Internet, c'est pas quelque chose d'aussi répandu qu'aujourd'hui, donc si tu joues tout seul, il faut que tu aies un minimum de challenge, et même si tu joues en ligne, il y a fort à parier que quand tu rejoins une partie, il y aura 2 ou 3 bots qui se baladent parce qu'il manque des joueurs humains. Donc voilà, Quake en 99, c'est pas du tout Fortnite en 2020. Donc les bots doivent être bons, et pas seulement bons pour battre un joueur humain, mais aussi suffisamment bons pour imiter certains comportements humains, pour qu'ils puissent se fondre dans la masse et pas qu'on les repère directement en se disant oh, ça c'est un bot, ça serait dommage. L'intelligence artificielle de Quake 3 Arena va alors être un élément décisif, et elle va être équipée de plein de fonctions suffisamment simples pour être exécutées en temps réel sur un Pentium 3 ou un Cassis 2. Oh, qu'est-ce que ça me manque. Mais aussi assez avancées quand même pour donner le change. Par exemple, il est possible de discuter avec les bots. Un système de reconnaissance de phrases est intégré dans le jeu, et les bots peuvent te répondre si tu leur parles. Évidemment, ça reste assez rudimentaire, mais l'IA est capable de reconnaître pas mal de phrases différentes, suivant le personnage qu'elle incarne, elle a même des répliques différentes, et elle peut même commenter ce qui se passe pendant la partie, en y ajoutant du contexte, comme quand elle te tue, quand elle se fait tuer, et aussi de quelle manière l'action s'est produite. Elle a même une fonction aléatoire pour générer des phrases, avec des variations, pour éviter de toujours écrire la même chose. Plutôt cool. Mais bien sûr, le plus gros du travail, ça va être comment elle se comporte dans le jeu. Et ça, c'est le plus intéressant. Chaque intelligence artificielle dans le jeu est individuelle. C'est-à-dire que pour un personnage contrôlé par l'IA, l'ordinateur ne voit que ce qu'il y a autour de lui dans un champ de vision à 90 degrés. Exactement comme un joueur humain. Pour que tu comprennes bien ce que ça implique, je t'ai préparé deux exemples totalement différents. On regarde ça tout de suite. Imaginons que je fasse un jeu vidéo, on va dire un jeu vidéo en vue de dessus en 2D très simple. J'ai un joueur humain, le gros carré vert, et j'ai une IA en rouge. L'IA doit tirer sur le joueur humain. Dans mon programme, j'ai alors deux positions dans la mémoire de l'ordinateur. J'ai la position de mon joueur humain en X et en Y, parce que c'est en 2D, et j'ai celle de mon IA. Pour l'exemple là, je t'affiche en temps réel la position du personnage que je contrôle. Tu vois que si je me déplace, on peut voir où je me trouve. Il n'y a rien de sorcier. Mais si l'IA a accès à ces données, elle n'a pas vraiment besoin de réfléchir. L'ordinateur sait en permanence où je me trouve, parce que c'est une variable, une donnée qui est contenue dans la machine, et qu'elle peut consulter à tout moment. Elle peut donc me toucher n'importe quand, sans jamais louper sa cible. Même si je suis super bon au jeu vidéo, je ne pourrai jamais gagner. Pour me laisser une chance, je peux mettre en place quelques petits stratagèmes. Je peux par exemple rajouter un petit peu d'aléatoire dans l'équation. Je peux forcer mon IA à viser à côté exprès de temps en temps. Du style 9 fois sur 10, tu décales ton tir de quelques degrés, et 1 fois sur 10, tu le décales pas et tu touches. Je peux donc artificiellement donner l'impression que l'IA vise mal, mais ça va pas plus loin. Tu vois que dans cet exemple, je fais exprès de décaler progressivement mon tir, enfin le tir de l'IA plutôt,
Donc une fois, elle me touche, et puis le reste du temps, elle décale son tir exprès de plus en plus. Donc ça donne un petit peu l'impression que l'IA vise mal, mais au fond, l'IA est toujours toute puissante, parce qu'elle connaît tout. Je peux juste l'obliger à mal jouer exprès de temps en temps, pour faire genre qu'elle n'est pas infaillible, mais c'est juste de la poudre aux yeux. Par contre, deuxième exemple, ici c'est totalement différent. Mon IA n'a pas accès aux informations concernant mon joueur. Elle est exécutée à part, donc elle doit trouver le joueur, déterminer sa position et le viser. Ici, à droite, je t'ai affiché ce que voit vraiment l'IA. Le cône rouge, c'est son champ de vision, elle peut détecter ce qui passe dedans. Le principe est tout simple, parce que c'est en 2D et surtout parce que mon IA ne bouge pas, mais c'est juste pour la démo que je t'ai fait ça. Concrètement, à partir de sa position, l'IA va lancer des rayons dans un cône devant elle. Ça fonctionne exactement comme un radar. Chaque rayon a une longueur bien précise, et si mon joueur rentre dans la zone de détection, l'IA va voir qu'un des rayons a été stoppé par quelque chose. Donc ça active un état de détection, là tu vois, elle ne me voit pas, là, elle me détecte. Et à partir du moment où elle me détecte, elle va devoir déterminer ma position. Elle sait que je suis devant elle, dans la zone de détection, mais elle ne sait pas exactement où je me trouve. La seule information qu'elle a, c'est que quelque chose est rentré dans la zone de détection. Elle détecte une présence, parce qu'un des rayons a été franchi par un obstacle. Toi, quand tu regardes quelqu'un en face de toi, t'es pas capable de savoir au millimètre près où il se situe dans l'espace. Donc elle va devoir calculer exactement où je suis. Et elle peut s'amuser avec un petit coup de Pythagore, Thalès, sinus, cosinus, anus, peu importe. Moi, pour la démo, j'ai été au plus simple. Comme mon IA ne bouge pas, en fait, il y a plein de valeurs qui sont fixes. Donc c'est un peu de la triche. En gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mesure la longueur du rayon qui a été traversé, qu'elle soustrait à la longueur totale qu'il devrait être à la base, et à partir de là, elle a la distance entre les deux, et elle peut déterminer la position du joueur qu'elle a en face. Alors oui, on obtient exactement le même résultat qu'avec la première méthode. Parfois, il y a une petite différence à cause d'une histoire de virgule, parce que j'ai fait ça n'importe comment, mais bon, on s'en fout. Mais la vraie différence, c'est que ici, dans le deuxième exemple, l'ordinateur a dû réfléchir pour trouver. Il n'avait pas l'information avant. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais si tu te demandais comment font les Russes pour tricher dans les jeux vidéo avec leur aimbot ou leur Wallach et toutes ces merdes, c'est parce qu'ils arrivent à récupérer ce genre de données qui sont sur les serveurs, ou alors en injecter des nouvelles. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne l'IA de Quake 3. C'est sur ce principe. Elle ne peut pas voir à travers les murs, elle ne peut pas savoir s'il y a un objet qui est apparu à l'autre bout de la map. Elle joue vraiment à la loyale, dans son coin, en exécutant son code, et elle n'a aucune idée des points de vie restants d'un autre joueur, ou alors si l'armure rouge est apparue. Elle découvre vraiment son environnement en temps réel, tout comme le ferait un joueur humain, et toutes les données qu'elle obtient, toutes les données qui vont permettre de prendre des décisions, elle les récupère en les calculant elle-même. Ce type d'IA est assez novateur pour l'époque. Quelques années auparavant, la majeure partie des IA fonctionnaient avec le premier principe que je t'ai montré. C'est-à-dire que toutes les informations du joueur, la machine les connaissait. À tout moment, elle savait la position, elle savait les points de vie, etc. Et elle utilisait un petit peu le hasard, ou quelque chose qui y ressemble, pour forcer un petit peu à tirer à côté de temps en temps, ou alors à se déplacer un peu en zigzag, plutôt que directement sur le joueur. Tout ça pour rendre le jeu plus facile, et aussi pour donner l'impression que l'IA n'est pas infaillible, que l'IA n'est pas un robot tueur imbattable, sinon ce serait pas drôle. Donc l'arrivée de l'IA de Quake 3 Arena, qui est réellement autonome, c'est un grand changement. Ça existait déjà dans Quake 2, ou dans Half-Life, et plein d'autres jeux de la fin des années 90, mais là, on a véritablement une IA qui est indépendante, qui agit en temps réel, et qui a été pensée pour remplacer des joueurs humains dans un des tout premiers FPS multijoueurs uniquement. Grâce à son code, elle peut alors naviguer, elle peut savoir si elle doit sauter pour franchir un obstacle ou un trou, elle peut se mettre à couvert, en position accroupie, elle peut repérer les ennemis autour d'elle, ça va de soi, elle peut aussi repérer les objets, elle va ramasser les trucs qui sont dans son champ de vision, puis en plus, elle peut juger si elle veut récupérer un pack de soins ou non, grâce à un système de poids. En fait, pour pas mal de décisions, l'IA va avoir un système de poids qui va plus ou moins influencer, bref, qui va déterminer sa volonté de faire quelque chose.
Par exemple, est-ce que je ramasse cette arme? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça ne me met pas en danger? Est-ce que j'engage le combat? Ou alors est-ce que je m'enfuis parce que j'ai plus beaucoup de santé? Est-ce que je m'accroupis souvent? Ou alors est-ce que je préfère sauter partout? Est-ce que quand je me fais attaquer, je me retourne et je me casse? Ou alors je pars en marche arrière et puis je riposte? Ce genre de truc. Tout ça, elle le décide suivant ses préférences, qui sont paramétrées par des poids pour chaque action. Et ces poids, ils sont différents pour chaque personnage. Ce qui veut dire que entre ce bot et ce bot, ben, tu vas en avoir un qui va préférer utiliser le railgun et sauter partout, et un autre qui va plutôt avoir tendance à camper et à s'accroupir quand tu lui tires dessus, par exemple. Donc avec ce système tout simple, on a donc des bots qui ont des comportements différents, qui sont efficaces, et qui se battent à armes égales contre des joueurs humains. Leurs compétences aussi, elles sont différentes. Par exemple, ils n'ont pas tous la même précision, la même vitesse pour repérer un joueur, le même temps de réaction. Et en plus de ça, ils sont capables de jouer en équipe, avec un chef d'équipe qui donnera des ordres aux autres, comme va chercher telle arme, défends cette position, ou alors va aider l'autre bot. Objectivement, même encore aujourd'hui, cette IA est vraiment bonne. Je t'ai pas tout détaillé, hein, sinon on n'en aurait pas fini, mais elle est pleine de fonctions vraiment intéressantes et elle offre une bonne alternative à un manque de joueurs humains. Mais elle est peut-être encore plus intelligente qu'il n'y paraît. Et là, on passe en mode Squeezie qui raconte des histoires qui font peur. Un peu plus de 10 ans après la sortie du jeu, un joueur anonyme postera sur 4chan une expérience étrange. Attends, je vais rajouter une musique qui fait peur, ça fera beaucoup plus stylé comme ça. Je recommence. Un peu plus de 10 ans après la sortie du jeu, un joueur anonyme postera sur 4chan une expérience étrange. Dans son message, il explique que les bots du jeu utilisent un système de neurones artificiels et que grâce à ça, ils sont capables d'apprendre des choses pendant une partie pour choisir quelle est la meilleure stratégie. Plus longtemps ils jouent, plus longtemps ils apprennent et plus ils deviennent bons. Et il conclura son message en disant qu'il avait oublié qu'il possédait un serveur qui tournait depuis plus de 4 ans et qu'il allait voir comment l'IA se comportait en ayant appris à jouer toute seule pendant toutes ces années. Alors, ça peut paraître un peu bizarre qu'un jeu de 1999 puisse avoir une IA, on va dire, moderne. Mais c'est tout à fait possible. En fait, ça fait quelques années qu'on parle vraiment beaucoup des réseaux de neurones artificiels dans les IA, et avec tout le respect que j'ai pour les gens qui ont travaillé sur ChatGPT, Midjourney ou le DLSS, ils n'ont pas inventé quelque chose. En réalité, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est même assez vieux. Mais pour pouvoir utiliser ce genre d'IA, il faut deux choses. Il faut des données et il faut de la puissance de calcul. Par exemple, si je peux utiliser Stable Diffusion pour faire une image de pomme, c'est parce que l'IA a été entraînée sur des milliers de photos de pommes et parce que j'ai une RTX dans mon PC. Précisément, les deux choses qui manquaient en 1999. Donc c'était déjà écrit sur le papier, en théorie ça fonctionnait, mais c'était pas vraiment réalisable, en tout cas pas à l'échelle qu'on connaît aujourd'hui. Mais dans le cas de Quake 3, les données, on peut les avoir en jeu, on peut savoir combien de fois un bot est mort à un endroit précis, combien de fois il a eu l'avantage en utilisant par exemple le lance-roquette plutôt que le fusil à pompe, et niveau puissance de calcul, ça ne demanderait pas autant que de créer une image en 4K de toute pièce. Alors, en imaginant qu'un tout petit bout de l'IA de ce jeu possède un réseau de neurones artificiels et qu'elle peut apprendre certaines choses pendant une partie, qu'est-ce que ça donnerait au bout de 4 ans d'apprentissage? Le joueur anonyme postera les résultats sur 4chan. Après 4 ans, l'IA ne bouge plus. Elle est devenue pacifique. Et en essayant de rejoindre la partie face à un joueur humain, ils restent pacifiques. Ils n'attaquent pas, ils ne font que regarder. Plus étrange encore, et là on va remettre de la musique qui fait peur, plus étrange encore, en attaquant un des bots, l'humain s'est immédiatement fait tuer par tous les autres et le serveur s'est éteint. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Deux possibilités. Soit le mec qui a posté ça a juste voulu faire une blague, soit il a été victime d'un bug. Mais c'est peu probable. En vérité, il n'y a jamais eu de réseau de neurones artificiels dans l'IA de Quake 3 Arena. Son principal programmeur l'a d'ailleurs dit publiquement, donc ça, c'est réglé. Affirmer le contraire dès le début, c'était pas très malin de sa part. Vraisemblablement, la personne qui a fait ça a juste voulu lancer un mythe, comme quoi si une IA était capable d'apprendre,
elle arrêterait de s'entretuer parce que si personne ne meurt, tout le monde gagne. C'est beau, mais c'est faux. Hein. Quake 3, c'est pas un jeu de hippie, stop. L'IA de ce jeu a des objectifs qui sont clairement définis. Des objectifs principaux comme ramasser des armes et surtout tuer les autres joueurs. À côté de ça, elle a aussi des objectifs secondaires comme ramasser des munes ou récupérer des packs de soins. Son objectif principal, c'est donc de s'armer et tuer. Tout le reste, c'est secondaire. Et grâce au système de poids dont je t'ai parlé tout à l'heure, l'IA va choisir ou non d'accomplir un objectif secondaire comme ramasser des munitions ou un objet. Autrement dit, s'il y a quelqu'un en face de lui, en face d'elle, en face du bot, bref, s'il y a quelqu'un en face de la machine et qu'elle est équipée pour le flinguer, le bot ne va jamais aller ramasser des champignons. Il se détournera de son objectif principal uniquement si ça ne met pas en péril sa mission, à savoir tuer tout le monde. Il y a donc très peu de chances que la personne qui ait lancé cette légende urbaine ait pu être victime d'un bug. Même si, comme je t'ai dit tout à l'heure, chaque bot a un comportement un peu différent avec ses petites préférences, ses petites habitudes, son instinct reste celui d'un tueur et il ne cherche rien d'autre. Il existe quand même des cas où l'IA de Quake 3 devient en quelque sorte pacifique, par exemple en créant une map perso pour qu'elle puisse être jouable, pour qu'elle puisse être utilisable par les bots, il faut la compiler pour qu'ils puissent comprendre ce qui les entoure. Si tu compiles ta map, tu te retrouves avec des bots qui ne bougent pas ou alors qui partent en ligne droite et qui se cognent contre le prochain mur parce qu'elles sont comme aveugles, on va dire ça comme ça. Mais ça reste difficile à croire. En lisant un petit peu, on comprend vite que la personne qui a posté ça a tout inventé et il n'y a aucun doute là-dessus. Techniquement, il faut aussi souligner le fait que 4 ans pour entraîner une IA, c'est pas beaucoup. Quand on entraîne une IA, on le fait pas en temps réel. On le fait en accéléré. Et en quelques secondes, on peut générer plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de tentatives. Mais si l'IA de Quake 3 avait été laissée à l'abandon pendant 4 ans, à environ, on va dire, 15 minutes ou 20 minutes de jeu par match, on aurait, je vais calculer ça, ça aurait fait à peu près 150 000 matchs tout au plus. Ce qui n'est pas énorme, surtout quand on sait que sur ces 150 000 matchs, ça aurait tout le temps été les mêmes, il n'y aurait pas eu de changement et l'IA n'aurait jamais été guidée. Aucun humain ne serait intervenu, elle aurait été en roue libre sans savoir si la direction dans laquelle elle allait était vraiment la bonne. Donc une IA qui s'entraîne toute seule, en temps réel, pendant 4 ans, sans référence et sans objectif, sans correction, ça va pas très loin. Et les IA qui sont surentraînées, elles sont pas très bonnes, parce que ça aussi c'est un truc à savoir, quand tu entraînes une IA, tu as, on va dire, un juste milieu à trouver entre le début et la fin de l'entraînement pour qu'elle soit vraiment efficace. C'est pas plus d'entraînement égale super intelligence, ça marche pas comme ça. Si elle est trop entraînée, elle devient juste stupide. Et de toute façon, il n'y a pas besoin d'y réfléchir, puisque on sait que cette histoire est complètement fausse. Pourtant, cette rumeur a persisté dans le temps, et elle continue encore aujourd'hui d'alimenter pas mal de fantasmes sur Internet. Elle est souvent reprise dans des sites web d'actualité high-tech, et parfois confondue aussi avec une autre expérience dans laquelle des gens de chez Google ont bel et bien appris à une IA à jouer à Quake 3, mais 10 ans après, et sur une version modifiée. C'est pas vraiment Quake 3 tel qu'on le connaît, tu vois, ça n'a rien à voir. Pour récapituler, entre un canular sur Internet qui parle des bots de Quake 3 qui sont devenus conscients, et Google, 10 ans plus tard, qui publie les résultats de son IA qui joue à une version modifiée de Quake 3, qui ne ressemble pas du tout à Quake 3, et les youtubeurs, tiktokers et les journalistes ont souvent tendance à mélanger les deux et à faire durer la légende. Et tu verras qu'un de ces quatre, tu vas finir par tomber sur un article qui parle de cette légende, parce que même si ça a été débunk 1 million de fois, ça fait cliquer. Tu noteras que moi, je ne l'ai pas mis dans la miniature, ni dans le titre, parce que moi, j'aime pas quand on clique sur mes vidéos. J'aime pas ça. Arrêtez de regarder. Barrez-vous. Et au final, tout ça, on s'en fout. C'est entièrement faux, ok, mais même sans ça, l'IA de Quake 3 reste intéressante. Elle a été l'une des premières IA à servir le jeu vidéo orienté multijoueur. Elle n'est pas si différente des IA modernes. Je dirais même qu'elle est meilleure que les bots que tu peux retrouver sur la plupart des FPS aujourd'hui, parce que même si, vu de l'extérieur, on voit pas trop de différence, celle de Quake 3 Arena a ce petit truc en plus. Elle a vraiment été taillée sur mesure dans le but de donner l'illusion qu'elle est humaine,
en lui permettant de parler, de commenter ce qu'elle fait, d'être entièrement autonome et pas toute puissante, et même de prendre en compte certaines mécaniques propres à Quake comme le rocket jump. Alors peut-être que ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, mais en 1999, faire une IA qui est capable de faire des rocket jump, c'est juste dingue. C'est foufou, non? Tu ne trouves pas? Faut quand même se rendre compte que les mecs qui ont programmé leur IA ont pris en compte un mouvement, une technique avancée qui n'était pas vraiment prévue dans le jeu original, pour permettre à leur bot d'exécuter cette technique que seuls les joueurs humains faisaient en multijoueur à l'époque. C'est complètement fou, c'est délirant quand on y pense. Je sais bien que toi tu t'en branles, mais vraiment, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur ce point. L'IA de Quake 3, elle a été programmée pour faire des rocket jump. Même Valve l'a pas fait pour TF2. Ajouter ce genre de fonctionnalité dans une IA, aujourd'hui, ce serait un petit peu comme dire, dans le dernier Call of Duty, on fait en sorte que les bots peuvent utiliser les glitches du jeu. Ou alors à ceux de Halo de faire des changements d'armes rapides pour recharger plus vite. Ou ceux de Left 4 Dead de faire du hors-map. Et tout ça par eux-mêmes en prenant la décision de le faire au bon moment avec tous les calculs nécessaires en temps réel. Encore une fois, c'est juste un peu dingo-dingue. Désolé d'employer les termes, mais voilà, c'est quand même dingo-dingue. Bref, l'IA de Quake 3 Arena, elle est belle. Et je voulais juste t'en parler. Objectivement, elle a 20 ans d'avance. Pas vraiment parce qu'elle était révolutionnaire pour son époque, mais parce qu'aujourd'hui, on continue à utiliser à peu près la même chose, voire même moins bien. Attends, je vais boire un petit coup d'eau pour augmenter la durée de la vidéo. On sait jamais, peut-être que je pourrais mettre une pub et avoir plein de YouTube Money comme ça. Oh, cette eau filtrée à la carafe Brita, qu'est-ce qu'elle est délicieuse. Oh, je me régale. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que l'IA actuelle de Quake 3, elle a quand même un temps d'avance quelque part, parce qu'aujourd'hui on retrouve à peu près la même chose, voire quasiment moins bien. Et au passage, je suis sûr et certain que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui va venir parler de l'IA du premier Half-Life, qui, elle aussi, était incroyable, et de la même époque. Mais déjà, c'est pas comparable, hein, parce que l'IA de Half-Life, elle n'a pas vocation à imiter le comportement d'un joueur, c'était pour un jeu solo, mais même sans ça, ça n'a rien à voir. Dans Half-Life, les gardes ils passent leur temps à se bloquer contre les murs ou dans les encadrements de portes. Dans Quake 3, les bots ils se déplacent avec une fluidité vraiment déconcertante. Personnellement, j'ai jamais vu un bot de Quake 3 faire une crise d'épilepsie contre un mur ou alors réfléchir sur le sens de la vie en plein milieu d'un couloir. Il se déplace super bien, c'est... bref. Et encore une fois, dans le cas d'un bot qui joue sur un serveur multijoueur, son but, c'est pas d'être excellent et de finir premier, ça n'aurait pas d'intérêt. Son but, c'est vraiment d'imiter un joueur humain qui est manquant, sans forcément passer le test de Turing. Et ceux de Quake 3 remplissent parfaitement cette fonction. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi on n'a pas mieux aujourd'hui? On a mieux, oui, mais on n'a pas quelque chose de clairement supérieur à ce qu'il y avait il y a 20 ans. La réponse est simple, parce que les développeurs s'en branlent, ou s'en foutent, ou s'en fichent, comme tu veux. Développer quelque chose, ça prend du temps, et forcément de l'argent. Et il faut bien comprendre que l'IA de Quake 3, elle était importante pour ce jeu. Elle n'était pas optionnelle, parce que, comme je t'ai dit, c'est un des premiers jeux uniquement multijoueur, il n'y a pas assez de joueurs, il y a une perte des ventes, et voilà, si on se prive de ceux qui n'ont pas de connexion ou pas d'amis pour jouer en LAN, c'est un peu la galère. Donc il était tout à fait logique que id Software se penche sur l'IA, parce que beaucoup d'aspects du jeu, dont son succès, reposait là-dessus. Mais aujourd'hui, les bots, ils n'ont plus beaucoup d'intérêt. Un serveur Battlefield rempli de 64 bots, aussi intelligent soit-il, ça rimerait à rien. De nos jours, les bots ne servent pas vraiment à offrir des adversaires faute de joueurs, mais plutôt, on va dire, à peupler des parties pour donner l'impression que le jeu est actif, puis attirer un petit peu du monde dessus. C'est un peu le même principe que le clochard qui met lui-même une pièce dans sa gamelle, dans son gobelet. Bref, c'est pas un chien le clochard, même s'il a des chiens parfois. Bref, t'as compris. C'est pour donner envie aux passants de jeter des trucs dans la gamelle. Dans le gobelet. Bref, donc, ce que je disais, c'est que
Si tu mets des pièces de 2 € ou de 1 centime, ou des jetons de caddie, ça ne changera pas grand-chose. Pour les bots, c'est pareil. Avoir une IA qui est super évoluée, perdue au milieu d'un serveur de 127 joueurs humains, ça vaut pas le coup d'être développé, en fait. Je vois pas l'intérêt. S'il s'agissait d'une IA pour un jeu uniquement solo, là, ça vaudrait le coup de faire un effort. Et certains studios ont déjà fait un excellent travail. Par exemple, le premier Half-Life, l'IA était très bonne. Puis plus récemment, on a le jeu The Last of Us. C'est à peu près le même principe que l'IA de Half-Life, mais avec encore plus d'états, encore plus d'embranchements. Et c'est très avancé, c'est très cool. Donc il y a des gens qui bossent là-dessus, qui essayent vraiment de fournir quelque chose de qualité quand c'est nécessaire dans le cas d'un jeu solo. Mais pour du multijoueur, avec les progrès qu'on connaît aujourd'hui, et avec ce qui arrive dans les 10 prochaines années, il est certain que l'IA des bots ne va pas changer de manière significative. Je sais qu'il y a plein de gens qui se branlent avec l'IA et qui font des prédictions douteuses, mais moi je te le dis, dans 10 ans, on aura toujours les mêmes bots en multijoueur. Donc, tu peux enregistrer cet extrait de la vidéo, je te le refais. Hein. Dans 10 ans, donc en 2035, on aura la même IA dans les bots sur les jeux en multijoueur. Point. Et si tu as quand même peur de te faire remplacer par un robot, dis-toi que un des seuls endroits où tu te feras jamais grand remplacer, ce sera sur un jeu multijoueur. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur qu'une machine. C'est juste qu'il n'y a pas d'intérêt à te remplacer même si tu es très nul. Un joueur nul restera toujours plus rentable qu'une bonne IA.